d'aujourd'hui va vous présenter un petit peu tout ce qui est les critères qu'on doit utiliser pour garantir l'origine des ingrédients. On reste sur la thématique de l'origine des ingrédients. Donc Christine, qui est la directrice de l'Adrianor, va co-animer cette séance avec moi. Et donc moi, je suis chef de projet à l'Adrianor, en charge des relations avec les fournisseurs et du développement de notre base de données BAIA. Donc les règles... alors, je lis en même temps juste un message. Donc les règles du webinaire, hein, si tout le monde en est d'accord pour avoir une meilleure expérience pour tout le monde, ça va être de communiquer principalement par chat et de couper vos micros et vos caméras, comme je pense c'est déjà fait, pour avoir un bon trafic, je dirais, pendant la présentation. Et si c'est OK pour tout le monde, on prendra également toutes les questions à la fin de la présentation pour qu'on puisse y répondre du coup chacune à notre tour, puisque Christine présentera une partie et moi une autre. Voilà. Juste également en complément, on a laissé la caméra pour que au moins vous nous voyez en début de session et qu'on puisse vous saluer, parce que c'est assez désagréable d'avoir que le son sans l'image. Par contre, dès qu'on va attaquer le diaporama, on coupera la webcam pour limiter les problèmes de bande passante, en fait, en espérant que la connexion soit satisfaisante pour tout le monde. Et puis on la remettra peut-être à la fin pour les questions. Pour l'échange. On sera les seuls frustrés de ne pas vous voir. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc, pour les questions, justement, on a une petite zone de chat. Oui. Que certains ont déjà utilisée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de l'intervention. Et comme disait Elodie, on essaiera d'y répondre à la fin. Et si on n'en a pas le temps, on reviendra vers vous par la suite. Oui. OK, bon, ben, je pense qu'on peut participer et on peut démarrer. Alors, je vais juste couper ma webcam pour avoir un meilleur flux pendant la présentation. Et les micros de tout le monde sont désactivés. Je vérifie. Pas tout à fait. Je vais me permettre de désactiver les micros de tout le monde. Voilà. N'hésitez pas non plus à lever la main si vous voulez intervenir en cours de présentation. Vous avez cette possibilité-là normalement dans le chat. Pas sûr? OK, donc on utilise plutôt le chat. Alors, du coup, donc on est réunis aujourd'hui pour parler des critères qui vont garantir l'origine des ingrédients. Je vais vous présenter d'abord rapidement l'Adrianor pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc l'Adrianor, on est un centre technique en agroalimentaire. On est... Je vois pas tu ne vois pas mon écran. Est-ce que vous avez tous l'écran qui apparaît pour vous? Est-ce que là, c'est bon? Oui. Ah, voilà. Donc, si je reviens, donc l'Adrianor, donc on est un centre technique en agroalimentaire, on est basé à Arras, entre Lille et Paris, et on est là pour vous accompagner dans tous vos projets en agroalimentaire, quel que soit le stade de développement. On a l'habitude de dire que l'Adrianor, on vous accompagne de la cuisine à l'usine. On a une grande expertise en formulation, on a également une cuisine expérimentale, un laboratoire pilote et un atelier de pré-série qui va vous permettre de faire des productions entre 500 et 1000 unités par jour. Cet atelier de pré-série possède un agrément sanitaire et certifié bio. Et on a également du coup tout un laboratoire d'analyse physico-chimique pour accompagner également les différents stades de développement. Alors, je vais partir en arrière. Donc, si on
regarde un petit peu les tendances aujourd'hui qui sont au niveau, enfin les tendances consommation qui sont apparues ou qui apparaissent et qui ont été renforcées par la crise du Covid, on s'aperçoit qu'on a un dénominateur commun qui est le besoin de transparence et le besoin pour le consommateur d'être rassuré. Le consommateur a vraiment besoin de savoir ce qu'il mange, d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, par qui ça a été fabriqué ou par qui ça a été cultivé. Donc, ça va très loin c'est très large dans ce besoin de transparence. Je l'ai illustré ici à travers quelques produits. On voit par exemple sur la volaille, le poulet fermier, qu'il a la marque Saveur en Or. Donc, Saveur en Or qui est une marque qui garantit que le produit vient des Hauts-de-France, la région Hauts-de-France. On a également le label rouge, donc les labels qui vont venir renforcer son sentiment de confiance. La confiture de rhubarbe, c'est pareil, elle est également avec la marque Saveur en Or. Sur différents produits, on voit également apparaître le sans, comme le maïs de Bonduelle, maintenant on met en avant le sans pesticides, sans OGM par exemple. Les tomates cerises Savéole sans pesticides également, donc c'est quelque chose qui commence vraiment à émerger. Sur les knackis d'Erta, on a la conservation sans nitrite, donc là on fait apparaître aux consommateurs une tendance plus clean label, on enlève des additifs qui peuvent être controversés. Donc, on a également tout ce qui est origine, évidemment, avec Danone qui a lancé sa gamme aux fruits d'ici, donc pour rassurer également le consommateur sur d'où viennent les fruits qui peuvent être mis dans les produits. Et donc, si je reviens au Knacky, on a le porc d'origine France et Dossi qui vient de lancer son nouveau packaging en renforçant sa marque. Donc, sous le terme Dossi, on voit maintenant marque d'agriculteur pour bien mettre en avant la coopérative des agriculteurs qui travaillent pour Dossi. Et on a le label fruits et légumes d'origine France qui est également mis en avant au niveau du packaging. Et il y a également Dossi qui a choisi de faire apparaître le Nutri-Score, sachant que la majorité de ces produits sont en Nutri-Score A. Donc l'idée, c'est encore une fois toujours de donner de la confiance et de la transparence au consommateur. On ne lui cache rien et on lui raconte un maximum de choses. Je vais maintenant passer la parole à Christine qui va vous expliquer un petit peu plus le contexte. Donc effectivement, comme vous l'a dit Elodie, ça fait maintenant 30 ans qu'on développe des produits pour les entreprises avec des cahiers des charges qui évoluent et c'est ce qu'on voulait essayer de vous faire ressortir ici. En fait, il y a quelques dizaines d'années, on va dire maintenant, les cahiers des charges étaient avant tout le développement de nouveaux produits, que le produit soit bon, qu'il soit bon en goût, qu'il ait des caractéristiques sensorielles agréables, avec des contraintes de coût, de praticité quand même, soit de réchauffage, soit de portion, enfin, de conservation, etc. Et puis, une garantie sanitaire qui se résumait quand même essentiellement à des critères microbiologiques. Au fil des ans, on a vu ces cahiers des charges se durcir, on va dire, prendre en compte d'autres éléments. Alors, depuis quelques années, des éléments nutritionnels également qui étaient moins présents avant, qui se renforcent. Et puis surtout des éléments autour de la garantie, on va dire, de la sécurisation du consommateur, c'est-à-dire que de critères microbiens, on est passé à des risques de contamination chimique, des inquiétudes autour des contaminants chimiques, et puis des éléments plus généraux sur la réassurance du consommateur, qui sont traduits par des recherches d'affichage de naturalité, de clean label. Et donc, on voit là de plus en plus de garanties d'origine. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer avec un exemple tout à l'heure. Mais on voulait commencer par vous donner quelques éléments sur finalement, derrière ces cahiers des charges, l'objectif, c'est bien de répondre à un besoin du consommateur. Et si on essaye un petit peu de synthétiser ce besoin consommateur, on se rend compte qu'en fait, le consommateur, lui, de plus en plus, il exprime ça sous quelle forme? C'est manger moins, on va dire, mais manger mieux. Alors, ce manger moins, ça se traduit d'abord par aussi moins d'emballages. Vous pourriez me dire, oui, mais on ne les consomme pas, les emballages. C'est vrai, mais il faut qu'il y ait une vraie cohérence aujourd'hui entre ce qu'on affiche comme ce qu'on revendique au niveau du produit et l'emballage. Donc, on voit se développer le vrac,
même si la crise du Covid a mis un petit peu un frein sur ces aspects-là. Mais de toute façon, il y a des objectifs fixés au niveau européen et au niveau national sur la réduction des emballages, des plastiques à usage unique, etc. Et ce qu'on voit au niveau du coup, nous, des développements de produits qui sont quand même importants à prendre en compte, c'est que si on veut des produits avec moins de transformation, moins d'ingrédients, etc., il faut qu'on raisonne quand même en couple produit-emballage. Or, ce couple produit-emballage, c'est vraiment lui qui va définir la durée de vie du produit. Et donc, c'est quand même des éléments importants à prendre en compte sur l'aspect conservation de l'aliment. Il faut qu'il y ait une cohérence entre l'emballage et ce qu'on affiche comme durée de vie et autres revendications. Mais manger moins, c'est aussi moins de gaspillage. Aujourd'hui, on est tous conscients, je pense, en tant que consommateurs, qu'il y a un gaspillage alimentaire qui est important. Et pour le chiffrer un peu, l'ADEME en 2016, donc ce n'est pas tout récent, évaluait en France le gaspillage alimentaire à 150 kg de gaspillage par an et par habitant. Donc, sur une famille de 4 personnes, on va dire que c'est 600 kg qui sont générés par an, par famille, par foyer. Ce gaspillage, il est réparti entre différents postes. Si on regarde un petit peu le cycle de vie d'un produit, on va retrouver du gaspillage au niveau en fait de la production jusqu'à l'utilisation par nous-mêmes. La production, donc quand on parle de production, on parle bien de l'amont agricole, vous voyez, représente plus de 40% de ce gaspillage. Et on parle de gaspillage au niveau national, donc il faut imaginer au niveau mondial, dans certains pays, ça peut être beaucoup, beaucoup plus. C'est même quasiment l'inverse, hein, dans des pays moins industrialisés que les nôtres. La partie amont représente peu par rapport aux pertes en aval au niveau de la production. Néanmoins, nous, au niveau de la production dans les pays européens, on voit une vraie problématique apparaître avec la réduction des molécules de traitement au niveau des champs et des élevages de plus en plus fortes. On voit des enjeux qui vont apparaître pour demain garder des rendements de production qui soient corrects avec simplement moins de désherbants. On a aujourd'hui, par exemple, dans les champs de colza, des pertes importantes en rendement de production par des contaminations, par des plantes qui sont toxiques. On voit apparaître également de nouvelles maladies, comme vous avez peut-être entendu parler au niveau des olives. On a de plus en plus de pertes d'olives qui sont dues à une bactérie, Xylella, qui n'était pas connue il y a quelques années, qui fait des ravages en Italie et qui est en train de remonter progressivement au niveau national. Donc des enjeux au niveau de la production de matières premières qui sont importants. Néanmoins, dans nos pays, c'est vraiment sur l'aval, comme on le disait, qu'on a des pertes importantes, que ce soit au niveau distribution, consommation chez nous, ou consommation hors domicile, où on a des pertes importantes. Et on voit des exemples pour illustrer un petit peu ce qui peut être fait au niveau de la réduction des gaspillages à ce niveau-là. Ça va être par exemple toutes les campagnes qu'on peut voir sur les légumes moches, les légumes hors calibre, qui peuvent être valorisés. Et finalement, nous, en tant qu'industriels, la transformation, c'est à peu près un tiers de ce gaspillage alimentaire. Néanmoins, ce chiffre doit être un petit peu relativisé parce que finalement, quand on parle d'un tiers au niveau de la transformation de gaspillage, ça fait quand même, depuis les années 70, les industriels réfléchissent à faire de ce qu'on appelait leurs déchets des sous-produits, qu'on appelle même si ce n'est pas défini réglementairement aujourd'hui, de plus en plus des coproduits pour leur donner une notion un petit peu de, effectivement, valeur économique et puis quelque chose d'un petit peu plus noble. Et là, c'est intéressant de voir qu'en fait, tout ce qui peut être valorisation, finalement, il y a plus de 50% de la valorisation en tonnage de ces coproduits qui est fait par les industries de première transformation, notamment les oléagineux. En fait, on parle d'huilerie, là, on fait de l'huile de soja, mais ça fait bien longtemps que les tourteaux sont valorisés sous forme de protéines végétales. Donc, on a des valorisations qui existent depuis maintenant pas mal d'années sur ces secteurs-là. Ceci dit, quand on regarde les débouchés, aujourd'hui, sont encore aux 3/4 pour l'alimentation animale. Il n'y a que 15% qui sont destinés aux industries donc, alimentaires ou industries cosmétiques ou autres. 6% ce qu'on appelle en agronomie, c'est-à-dire en épandage, et 3% en énergie type méthanisation.
Les industries de seconde transformation, donc celles du biscuit, celles du plat cuisiné, etc., elles valorisent aujourd'hui une partie de leurs ingrédients en alimentation animale, en réutilisation. En viennoiserie, par exemple, on réutilise pas mal de pâtes dans les fabrications. Et puis, on a vu apparaître, alors il y a certains secteurs de ces industries qui, depuis longtemps, valorisent les ingrédients. On pense à la pectine dans les marcs de pommes ou autres, mais on a aujourd'hui aussi des valorisations avec les pépins qui donnent des composés à plus haute valeur ajoutée. On a des pelures d'oignons ou pommes de terre qui servent à produire des antioxydants. Donc, on a aujourd'hui une vraie valorisation de nos ingrédients qui est intéressante et qui offre sûrement pas mal de perspectives. Et l'enjeu pour demain, sûrement, c'est également pour les industriels de la seconde transformation à réfléchir à une réutilisation plus totale de leurs ingrédients. C'est-à-dire plutôt que de rajouter des ingrédients externes à leur formulation, valoriser au mieux leurs pommes de terre quand ils font de la purée, la pectine quand ils font des légumes ou des fruits, etc. Donc, à une réutilisation en interne de molécules qui peuvent avoir des fonctionnalités intéressantes et qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. Et ça induit en fait une notion importante qui est la notion justement de transformation. Aujourd'hui, quand le consommateur il dit manger moins, il y a toute une partie dont on commence à beaucoup parler, c'est de degré de transformation des aliments. Alors, quand on parle de degré de transformation des aliments, on est beaucoup sur la classification NOVA, qui a été la plus médiatisée, on va dire. Donc, cette classification NOVA, elle est issue des travaux de Monteiro d'il y a 2-3 ans. Enfin, ça a commencé vers 2016 au Brésil. Et le Brésil est un pays qui souffre beaucoup d'obésité et des pathologies liées à l'obésité. Et en fait, les travaux de son équipe ont consisté à montrer une relation entre la prévalence de certaines maladies et l'alimentation, notamment en ultra transformée. L'exemple qu'on vous a mis là, c'est une courbe qui a été tirée de données européennes qui montre que plus les pays consomment de l'ultra transformé, plus il y a une prévalence de l'obésité importante. Et le petit rond rouge qu'on vous a mis là, c'est pour vous montrer que la France sort un petit peu de cette courbe parce que globalement, on n'est pas trop mal en obésité. Donc, cette classification NOVA, elle répartit en 4 groupes les aliments de peu ou pas transformés. Alors, c'est en fait une liste de procédés qui sont autorisés pour le pas transformé, qui vont de la stérilisation au broyage à ce type de produit. Et donc, on va trouver dans ce groupe 1 les pâtes alimentaires, de la salade, même de la salade en sachet 4e gamme, ou du café, de la viande, etc. Le groupe 2, ce sont les ingrédients culinaires. Donc, c'est les produits issus du raffinage, comme on va retrouver de l'huile, on va trouver du sucre dedans. Le groupe 3, ce sont les aliments transformés assez, on va dire, classiques. Alors, on va retrouver dedans les produits comme les frites, on va retrouver dedans des produits comme le pain. Et puis, le groupe 4, ce sont les aliments ultra transformés, ceux qui vont utiliser des additifs, des substances nutritionnelles, etc. Et on va retrouver les bonbons, le café instantané, enfin, le biscuit, etc. Alors, beaucoup de critiques peuvent être faites à l'égard de cette classification. Ce qui est important de voir quand même, c'est qu'au niveau de la communauté scientifique, il y a d'autres classifications qui ont été établies. Et on avait eu l'occasion l'année dernière de faire intervenir Isabelle Souchon d'AgroParisTech, qui avait montré différentes classifications à partir d'Euromonitor, qui est une liste européenne d'aliments et de listes d'ingrédients. Donc, il y avait eu 135 catégories d'aliments qui avaient été classées. Et en fait, une publication qui montre que le pourcentage d'ultra transformés, selon le critère de classification, varie énormément d'une classification à l'autre. Alors, toutes ces classifications, on entend aussi le terme d'ultra transformé, on voit qu'il est en train de devenir assez générique dans le vocabulaire commun. Toutes ces classifications-là n'aboutissent pas aux mêmes conclusions. Par contre, ce qui est important de voir, c'est qu'elles sont toutes issues de données épidémiologiques. Et les épidémiologistes, finalement, eux, pour établir leur classification, ils se basent sur les listes d'ingrédients. Et finalement, ce qu'ils appellent de l'ultra transformé, ils n'ont pas forcément les informations sur les procédés qui sont utilisés. Et finalement, quand on parle d'ultra transformé,
on parle plus d'ultra formulé. Et il y a une notion du coup de liste d'ingrédients qui rejoint finalement les tendances qu'on voit depuis quelques années à avoir des listes d'ingrédients qui se simplifient, qui sont plus courtes. Protéines XTC a montré cette année qu'en 5 ans, il y avait une baisse de 20% du nombre d'ingrédients sur les listes. Donc, c'est une tendance assez forte de réduction de listes d'ingrédients qui participe finalement à la confiance du consommateur. Et toute la tendance Clean Label qu'on voit depuis quelques années qui visait à substituer les additifs par d'autres ingrédients, en fait, on passe à une version appelée 2.0 du Clean Label où on cherche en fait à supprimer, non plus à remplacer, mais à vraiment diminuer la liste des ingrédients. Donc tout ça, ça participe à ce qu'on peut appeler le manger moins pour le consommateur. Et puis derrière, il y a le manger mieux. Et finalement, là, on voit que ce qui se renforce beaucoup, c'est cette notion d'origine géographique tout d'abord. Le consommateur, il a besoin de savoir que ça vient de pas loin de chez lui, d'être à proximité. Ça, Élodie vous montrera tout à l'heure que derrière cette notion, plus on utilise des ingrédients transformés, plus c'est compliqué d'avoir cette garantie d'origine géographique, parce que où est-ce qu'on place l'origine par rapport à la transformation? Mais on voit des exemples comme Cocorette, qui est une entreprise bien régionale, qui elle est depuis très longtemps sur l'œuf plein air, qui aujourd'hui valorise très bien sa communication. Non seulement c'est de l'œuf plein air, mais c'est origine. En fait, on a la photo de l'éleveur, on a une garantie vraiment de remonter jusqu'à quasiment la poule. Et ça se renforce également beaucoup avec du coup des contraintes qui sont importantes en termes de blockchain, parce que comment on garantit cette traçabilité? Il faut bien être capable de remonter à l'ingrédient et à la production de cet ingrédient jusqu'à la parcelle agricole ou à l'élevage, etc. Et c'est des démarches qui se traduisent aujourd'hui au niveau des produits finis, avec des démarches comme Intermarché qui propose le Francoscore, qui affiche le pourcentage d'ingrédients français dans le produit, ou des démarches comme la note globale, anciennement Ferme France, où en fait on va prendre différents critères sur le bien-être animal, sur l'origine, etc., pour obtenir une note globale, ce que propose également Erta dans une démarche à peu près équivalente ici sur son jambon, où en fait quand vous scannez le produit, vous pouvez remonter également à toutes ces informations sur l'origine. Cette notion d'origine géographique, elle est renforcée au niveau réglementaire depuis quelques années sur l'origine du lait et des viandes au niveau national et depuis tout récemment, puisque c'est depuis début avril, par l'entrée en vigueur du règlement 2018-775 au niveau européen, qui impose en fait d'indiquer l'origine de l'ingrédient primaire. Alors, la notion d'ingrédient primaire n'est pas forcément évidente à définir, mais c'est l'ingrédient qui intervient à plus de 50% en masse ou qui, d'un point de vue qualitatif, est caractéristique du produit fini. Dès lors qu'on revendique une origine, comme par exemple le petit drapeau français ou autre, et que l'ingrédient primaire n'est pas originaire de France en l'occurrence, à ce moment-là, il faut bien indiquer l'origine géographique de l'ingrédient. Donc ça va venir renforcer cette traçabilité sur l'origine de l'ingrédient primaire d'un point de vue réglementaire et de l'ensemble des ingrédients de plus en plus via des indicateurs type note globale ou autre. Et cette notion de consommer mieux, elle va donc concerner l'origine géographique, mais également globalement tout ce qui va être garantie d'origine. Et derrière cette garantie d'origine, c'est une garantie d'origine sans traitement, sans maltraitance animale, sans tout ce qui va être garanti en fait sur la production de la matière première agricole et de la façon dont elle va être introduite dans le produit alimentaire. Le bio en est une belle illustration. Il y a eu une très forte progression pendant le Covid, sûrement liée à des caractéristiques bien spécifiques de cette crise, mais globalement, on a une belle progression du bio depuis fort longtemps. Et à partir de l'année prochaine, d'ailleurs, on aura une nouvelle réglementation qui s'appliquera sur les produits bio. Mais on voit que ça participe à l'assurance, à la confiance du consommateur. De la même manière, le fait d'avoir du végétal dans les produits, il y a une forme de réassurance et on voit qu'on a un développement du produit végétal assez forte. Et ce qu'on voit derrière ça, là, c'est vraiment un effet qui a été montré là, par Mintel tout récemment. La crise du Covid, ça nous a aussi posé des questions sur le lien à notre alimentation et à notre santé.
qui est établie depuis bien longtemps, mais qui se renforce. Et là, en fait, on voit que dans l'ensemble des pays européens, globalement, il y a un attrait pour les aliments qui peuvent nous apporter, en fait, participer à nos défenses immunitaires. Alors, la France, là aussi, est un peu moins convaincue qu'un pays comme l'Espagne ou l'Angleterre, mais globalement, on a en fait un attrait pour des aliments ou des boissons, à droite sont les boissons, qui revendiquent de renforcer nos défenses immunitaires. Donc, c'est des phénomènes qu'on voit arriver qui sont renforcés par par la crise sanitaire qu'on traverse actuellement. Difficile de dire ce qu'il en restera de façon pérenne une fois qu'on l'espère, on sera définitivement sorti de cette crise. Mais en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que le consommateur, globalement, il se comporte de plus en plus comme un citoyen. Et en tant que citoyen, il se pose des questions sur notre autonomie alimentaire, mais sur finalement aussi la protection de la planète. Et il veut faire tous les consommateurs ne réagiront pas comme ça, mais il y a quand même une notion d'acte citoyen dans nos achats alimentaires et un lien à l'alimentation qui est très fort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une liste d'ingrédients un petit peu alibi, mais qu'il faut qu'il y ait une vraie cohérence dans la formulation de l'ensemble de nos aliments. Et ce sont ces éléments de contexte qu'on voulait un petit peu évoquer avec vous. Et je vais repasser la parole à Élodie pour qu'elle vous présente concrètement sur un exemple comment on peut avoir ce genre de démarche de cohérence jusqu'au bout. Alors, on a choisi en fait d'illustrer un petit peu tout ce qu'on a dit, tout ce que Christine nous a présenté, avec la formulation d'une crème glacée au citron. Donc, dans le contexte, pour formuler une crème glacée au citron, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des ingrédients laitiers par rapport à la réglementation au code Euroglace. Sinon, on ne peut pas être dans les dénominations crème glacée. Il nous faut du citron. Sous quelle forme, ça, on le verra après. Et il nous faut des systèmes pour créer l'émulsion et la stabiliser. Donc, si on se concentre d'abord sur tout ce qui est ingrédients laitiers. Donc, si on regarde notre code Euroglace, pour avoir la dénomination crème glacée, il nous faut des protéines laitières et des matières grasses laitières avec un minimum de 5% de matières grasses. Qu'est-ce qu'on a comme option pour apporter ces ingrédients, ces composants-là, protéines et matières grasses? On va avoir tout ce qui va être lait, crème, beurre. On peut également rajouter des protéines de lait comme ça, du lactosérum, etc. Alors, est-ce qu'on peut faire une crème glacée sans ajouter de protéines? Sans protéines ajoutées, oui. À ce moment-là, on va choisir de faire une recette uniquement avec du lait et de la crème. Et dans ces cas-là, il faudra qu'on ait un cahier des charges sur le lait et sur la crème qui soit plus strict, qui soit très carré, puisque on n'aura pas d'ajout de protéines qui vont venir équilibrer la recette sur ces ingrédients-là. Donc là, je vous rappelle qu'on est dans un contexte de rapporter de la confiance et des éléments sur l'origine à notre consommateurs. Donc, on va choisir de travailler sur une crème glacée origine France. D'accord? Donc, réglementairement, Christine l'a expliqué tout à l'heure, par rapport au décret français, en fait, la crème glacée est exemptée, donc on ne doit pas, le marché de la glace est exempt, on ne doit pas préciser l'origine du lait. Par contre, si on reprend le règlement européen, l'ingrédient primaire, ce sera le lait. Donc là, on va aller chercher un lait d'origine France pour rentrer dans notre cahier des charges. Donc là, je vais utiliser ma base de données BAYA qui va me permettre d'aller rechercher des ingrédients laitiers. Donc là, le lait, par exemple, qui peut avoir l'allégation origine France. Enfin, la caractéristique origine France. Donc, BAYA, en fait, se situe sur le site internet de l'Adrianor. Vous avez un petit onglet à gauche qui vous permet d'arriver directement sur cette page d'accueil avec le moteur de recherche. Et là, donc, on a soit la possibilité de faire une recherche libre avec des champs affiner les recherches en dessous, ou soit une recherche guidée. Donc, au fur et à mesure de l'exemple que je vais vous présenter là aujourd'hui, vous verrez les différents cas. Donc là, tout simplement, pour le lait, je tape lait en recherche libre, le petit rond vert pour l'ingrédient, et dans les spécificités, je vais aller préciser l'origine géographique et la France. D'accord? Donc,
alors, je me permets juste de vous dire que on a choisi de vous présenter uniquement des captures d'écran par peur de problèmes de connexion. Mais vous pouvez faire la même démarche par la suite. Depuis le site internet, vous aurez les mêmes écrans. Donc là, j'ai choisi un lait d'origine France. Je cherche les résultats et j'ai 7 résultats disponibles. Donc, vous voyez qu'apparaissent en fait tous les items qui contiennent le mot lait et qui sont en origine France. Alors, vous allez me dire, boisson végétale, je ne vois pas le terme lait. En fait, il y a un phénomène de synonyme. On a un système de synonymes dans la base. Et le synonyme associé à boisson végétale, ça va être lait végétal, entre guillemets bien sûr, mais c'est comme ça souvent qu'on le connaît. Du coup, ça fait ressortir la boisson végétale en bio-origine France. Donc là, je vois que je peux avoir accès à du lait de consommation qui est en origine France. Le petit triangle rouge, c'est pour vous signifier que l'ingrédient est un allergène. Le lait est un allergène. Donc, grâce au visuel, vous pouvez directement identifier les ingrédients allergènes. Encore une fois, par contre, ces informations-là sont sur la base de ce qui est communiqué par le fournisseur quand je renseigne la base de données. Donc là, on voit qu'on a pu trouver, grâce à notre base, notre lait origine France. Pour faire une petite parenthèse sur la tendance du végétal qui explose, on peut également se dire qu'on peut formuler, alors ce ne sera pas une crème glacée, mais donc une glace végane, une alternative végane au produit, puisqu'on a vu qu'on avait du lait végétal qui pouvait être disponible. Donc là, si je tape lait végétal dans mon moteur de recherche, je vais avoir 4 ingrédients qui vont ressortir, donc soit d'avoine, soit de riz, soit de soja, et encore une fois, on va avoir la mise en avant de l'allergène. Donc, on peut trouver la matière lait végétal si on veut faire notre crème glacée végane. On peut également avoir besoin du coup de protéines végétales pour formuler notre produit vegan, notre glace végane, pardon. Et là, pour aller chercher des protéines végétales, on peut utiliser la recherche guidée. On ne sait pas forcément sur quelles protéines partir, comment travailler. Donc, on va aller voir quelles sont les protéines végétales qui peuvent être référencées ou qui peuvent exister et être référencées actuellement dans la base. Donc là, on va utiliser la recherche guidée. On cherche à texturer avec des protéines. Donc là, il y a tout un système de rangement qui a été fait, de tiroirs. On a tout d'abord 7 fonctionnalités, donc parmi lesquelles texturer. Ensuite, dans la texture, on a pareil différentes façons de texturer et on choisit à chaque fois les tiroirs. Donc, dans nos protéines végétales, on va avoir là 33 résultats qui vont s'afficher, qui vont suggérer des protéines végétales. Le petit rond jaune que vous pouvez voir sur protéines de fèves désamérisées, c'est une petite infobulle. Alors, vous en retrouvez de temps en temps sur les ingrédients pour vous apporter des informations. Sur celle-ci, ça va être que ces protéines-là, étant désamérisées, ça permet une utilisation en application sucrée. Donc ensuite, à vous de vous rapprocher, je dirais, des fournisseurs pour aller creuser le sujet de la glace végane. Et on voit que quand on recherche, enfin quand on clique du coup sur un ingrédient, donc là en cliquant sur l'ingrédient protéines végétales, on va arriver sur une liste de 21 fournisseurs. Donc il y a 21 fournisseurs actuellement référencés dans la base qui peuvent vous proposer des protéines végétales. Vous voyez ici le nom d'un seul fournisseur, puisque c'est un fournisseur qui a souscrit à une offre Visibilité Plus, ce qui fait qu'il est visible que les personnes soient abonnées ou non. Là, je me suis mise en configuration non abonnée à la base. Du coup, vous ne voyez pas les fournisseurs qui peuvent vous proposer des ingrédients, sauf si ces fournisseurs ont choisi d'être visibles dans le cas de toutes les recherches. Là, si vous cliquez sur l'imagrin, vous aurez accès à toutes les coordonnées du fournisseur avec une mise en relation directe avec les commerciaux. Donc, j'ai fini ma petite parenthèse sur la glace végane. Je vous ai montré qu'on pouvait trouver des protéines et du lait végétal grâce à Baya. On a également notre lait origine France. On cherche maintenant à incorporer du citron, puisqu'on est sur une crème glacée citron.
dans le brief de départ, on n'a pas forcément d'idée précise sur comment intégrer notre citron. Est-ce qu'on va le mettre sous forme de purée, de sauce, de zeste? On n'a pas de contraintes techniques non plus particulières. Donc, on va se dire, tiens, je vais utiliser Baya pour voir ce qui peut exister comme forme, enfin, sous quelle forme le citron peut exister et dans comment est-ce qu'il pourrait être incorporé dans la crème glacée. Donc là, en tapant uniquement citron dans notre moteur de recherche, on est très vague hein, comme première recherche en fait, on va avoir 46 résultats, donc 46 ingrédients qui contiennent l'item citron. Encore une fois, vous voyez des petites infobules, vous voyez des descriptifs, etc. Alors, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'ingrédients suggérés. Du coup, on est parti sur le fait d'utiliser un jus de citron et des zestes de citron. On est toujours dans la démarche d'une recherche d'origine sur le citron, une démarche volontaire, hein, puisque là, on n'a plus du tout d'obligation réglementaire par rapport à ça. Du coup, on va aller regarder notre jus de citron en origine géographique. Qu'est-ce qui peut exister? Donc, on utilise le filtre de l'origine géographique et on tape uniquement jus de citron. On voit qu'on a 2 ingrédients qui vont remplir ces critères-là. On a 2 ingrédients qui ont une origine. Donc là, on est en origine Sicile. En général, le jus de citron provient d'Espagne. Là, on a une garantie du fournisseur qui provient de Sicile. Quand je clique pour voir quels sont... Alors, juste, je reviens. Le petit logo vert, ça veut dire que l'ingrédient a été mis en place dans le système, a été renseigné dans le système il y a moins d'1 mois. Donc, sur tous les nouveaux ingrédients qui sont créés, qui sont référencés, vous verrez apparaître ce petit logo. Donc, on a un seul fournisseur qui va nous proposer du jus de citron jaune concentré en origine Sicile. C'est pas forcément étonnant puisqu'on part sur un ingrédient qui est un peu plus rare, je dirais, puisque comme je vous l'ai dit avant, le citron est souvent d'origine Espagne. On ne sait pas préciser, c'est souvent Espagne. Encore une fois, en rentrant en contact avec le fournisseur, vous pourrez avoir toutes les informations. Alors, ce qu'il faut faire attention, Christine en a parlé un petit peu au niveau de l'origine géographique, c'est qu'il faut savoir si on parle de l'origine de la matière première ou de là où ça a été transformé. Est-ce que là, c'est en Sicile qu'on a également fait le jus de citron et qu'on l'a concentré? Ça, ce n'est pas grâce à Baya que vous le saurez, puisque Baya va juste vous permettre d'être en relation, de rentrer en relation avec des fournisseurs. Il n'y a pas de fiche technique. Par contre, c'est à travers le dialogue avec le fournisseur que vous pourrez avoir tous les détails sur l'origine géographique de votre produit. Si on continue maintenant sur les zestes de citron, je vous rappelle, on a choisi de faire une crème glacée avec des zestes en inclusion. Donc sur nos zestes de citron, on va surtout chercher à avoir des zestes sans pesticides, parce que les zestes, je vous rappelle, c'est la peau et c'est quand même un critère de valorisation, enfin un critère qualitatif, de ne pas avoir de pesticides dans les zestes de citron. Le sans pesticides, c'est quelque chose qui commence à apparaître, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus arriver, mais qui n'est pas encore très renseignée par les fournisseurs. Alors, je rappelle que dans Baya, en fait, on retranscrit moi, je retranscris uniquement les informations des fournisseurs. Donc, pour les fournisseurs qui sont présents là sur la session, n'hésitez pas à nous donner un maximum d'informations sur vos ingrédients pour qu'on puisse ensuite les refléter dans la base et que ça puisse permettre aux utilisateurs de trouver vraiment les critères qu'ils recherchent. Grâce à ces champs spécificités, il y en a plusieurs, on peut vraiment apporter des caractéristiques sur les ingrédients. Donc là, sur le sans pesticides, actuellement, on a très peu de références. Du coup, un autre moyen de se rapprocher du sans pesticides et donc d'offrir quelque chose de rassurant pour le consommateur, c'est de travailler en bio. Du coup, on va aller rechercher les zestes de citron avec les caractéristiques de certification bio. Le baby food, ça peut également être un critère. J'avoue que sur les zestes de citron en baby food, il n'y en a pas forcément, mais ça peut être une autre piste. D'accord ? Donc là, on a 2 résultats disponibles. On a de l'écorce de citron confit bio ou des zestes de citron bio.
Donc, sur ces 2 ingrédients, on a l'assurance de la conformité au bio et donc du sans pesticides. Par contre, on ne va pas avoir les informations sur l'origine géographique. Les informations sur l'origine géographique, vous les aurez en vous rapprochant du fournisseur et en lui demandant la fiche technique. Sur l'origine géographique, comme Christine l'a dit, c'est plus compliqué à avoir sur les produits qui sont transformés, comme du jus ou des zestes ou des écorces confites, puisque, encore une fois, il va falloir bien clarifier, est-ce que ça va être la matière première qui est en origine ou la transformation. Et plus on a d'éléments à rajouter dans l'ingrédient, plus ça va être compliqué. Alors là, au niveau de notre cas, ça va être vraiment à l'utilisateur, au formulateur de définir quelle priorité de clarté, de confiance il veut donner au consommateur. Est-ce que ça va être l'origine géographique? Est-ce que ça va être le sans pesticides? Sur quoi est-ce qu'il veut vraiment renforcer sa priorité? C'est des choix, des partis pris à faire. Et du coup, c'est à travers la discussion avec le fournisseur, peut-être qu'il y en a qui vont proposer de l'origine Sicile et bio et sans pesticides. Enfin, voilà, ça va être dans la discussion avec le fournisseur. Et c'est pour ça, je l'ai dit, mais je le répète, que plus les fournisseurs vont nous donner des informations qu'on pourra refléter dans Baya, plus les recherches des utilisateurs seront précises et facilitées. Voilà. Si on continue notre formulation, on veut maintenant apporter un émulsifiant, enfin de quoi fabriquer notre émulsion et la stabiliser. Donc pour l'émulsifiant, on peut travailler en clean label en utilisant un jaune d'œuf. Pour aller plus loin dans la garantie apportée au consommateur, on peut travailler en plein air. On l'a vu tout à l'heure dans les emballages. Cocorette, qui est la marque qui met déjà des œufs qui a des œufs pour le consommateur en plein air, ça donne une image de bien-être animal et ça renforce le côté bien-être animal pour le consommateur. Donc ça, c'était facile à trouver dans la grande distribution. Maintenant, de plus en plus pour les industriels, la référence plein air, la garantie plein air, est de plus en plus commune. Avant, il y a quelques années, c'était très compliqué de sourcer les jaunes d'œufs plein air. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de plus facile. Donc là, si je regarde dans Baya pour de l'œuf liquide, par exemple, j'ai une liste d'ingrédients qui s'affiche et on voit qu'on a un fournisseur qui va nous proposer de l'œuf entier liquide plein air. Alors, pourquoi jaune d'œuf n'est pas précisé puisque c'est une information que je n'ai pas forcément eue ou qui n'était pas dans la gamme? Encore une fois, en rentrant en contact avec le fournisseur, on peut lui demander s'il, dans cette base, je ne reflète que les informations qui sont communiquées. Alors, l'œuf plein air, c'est une possibilité pour apporter un ingrédient rassurant, je dirais, au consommateur. On peut également apporter un émulsifiant à travers le E471, par exemple, le monoédiglycéride d'acide gras. C'est un peu moins clean label, enfin c'est moins clean label, ça ne l'est pas d'ailleurs, mais c'est encore une fois un parti pris du formulateur de voir sur quoi il axe sa communication au consommateur. Alors, grâce à Baya, on va voir également s'il y a des ingrédients alternatifs au E471 qui vont permettre d'aller vers du clean label. Donc, si on choisit cette fois-ci, à travers la recherche guidée, d'aller vers la texture, on recherche un émulsifiant. Là, on peut choisir les monoédiglycérides d'acide gras. Vous voyez qu'il y a un ingrédient qui est référencé. Et juste à côté, vous pouvez voir qu'il y a une alternative. Donc, actuellement, dans la base, on va avoir un ingrédient alternatif au monoédiglycéride d'acide gras. Je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui vont être référencés prochainement. Parce que cette base vit tous les jours. Tous les jours, j'y renseigne des informations. Donc là, il y en a qui sont en attente et qui vont y rentrer très, très vite. Et du coup, ça va permettre de donner à l'utilisateur des suggestions d'alternatives. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, on voit que l'amidon fonctionnel proposé par un certain fournisseur va pouvoir avoir des propriétés émulsifiantes qui vont pouvoir remplacer ou être une alternative au monoédiglycéride d'acide gras. Encore une fois, si on veut aller vers le fournisseur de monoédiglycéride d'acide gras, là on voit qu'il y en a 14 qui sont listés et on reprend la suggestion d'alternative
pour que vous puissiez aller vous renseigner également. Cette fonction alternative, oui, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. C'est pour les personnes qui connaissent déjà Baya, c'est quelque chose qui vient d'être mis en ligne. On est en train de faire évoluer Baya. Hein. Il va évoluer tout l'été avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc, la suggestion d'alternatives, c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place, comme la mise en avant des allergènes, comme le fait d'identifier les ingrédients nouvellement rentrés dans la base, etc. Donc ça, c'est pour notre crème glacée. On a pu la formuler en apportant des critères d'origine et de confiance, je dirais, qui permettent de rassurer, on va dire, le consommateur. Donc, Baya, je vous en ai parlé. Vous avez la possibilité maintenant de la tester donc avec un scénario complet. Vous aurez les résultats des fournisseurs, des contacts fournisseurs, grâce à un essai gratuit en ligne. Donc, il suffit de cliquer sur s'inscrire et vous aurez droit à 3 recherches gratuites. Ensuite, si vous souhaitez vous abonner à la base, vous n'hésitez pas à cliquer sur pourquoi s'abonner, vous aurez le bulletin d'inscription, ou à revenir vers moi directement. Juste en petit résumé, Baya, c'est 5700 ingrédients référencés et un peu plus chaque jour, puisque elle vit tous les jours et c'est en 30 ans d'expérience de l'Adrianor qui sont regroupés là en ligne. Donc voilà. En conclusion, je voulais vous présenter également le prochain événement à venir à l'Adrianor. C'est le 4e rendez-vous formulation qui aura lieu le 5 novembre. On a dû le décaler à cause de l'actualité. La thématique, ce sera l'origine garantie, donc pour aller plus loin dans le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, ça aura lieu à l'Adrianor. On a 2 ateliers de démonstration qui sont prévus, donc un le matin, un l'après-midi, où on aura des démonstrations qui auront lieu dans l'atelier de pré-série. On aura également 2 conférences. Juste en complément, il y aura une démonstration sucrée et une démonstration salée. Et sur la démonstration salée, notamment, l'idée sera de montrer comment, alors ce sera un produit élaboré, une bouchée à la volaille, ça sera de montrer comment entre justement une volaille SICO, qui est donc signe officiel de qualité, qu'on a évoqué très rapidement au départ, qui est un label rouge ou une AOP, une AOC, une IGP, et une volaille, on va dire, de batterie classique, la différence de machinabilité, de fonctionnalité du produit pour montrer quand même le lien entre la garantie d'origine via un label et le comportement technologique de cette matière. Non, merci Christine. Du coup, on aura également 2 conférences, donc pareil, une le matin, une l'après-midi, et l'espace salon sur lequel vous pourrez rencontrer 16 fournisseurs pour échanger sur notamment toute la problématique d'origine garantie, ou la thématique plutôt de l'origine garantie, à travers les différents aspects qu'on a balayés là dans la présentation. Voilà, donc je pense qu'on peut se remettre en visio et répondre à toutes les questions. Voilà, parfait. Alors, on va peut-être... donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir via le chat ou remettre les micros. Ouais, on va remettre les micros, ce sera peut-être plus simple. Juste qu'on bascule. Ouais. On est presque encore mieux. Hop. Voilà. Du coup, alors, la première question, sur la base Baya, origine France, ça ne veut pas forcément dire transformer en France. Origine France dans la base Baya, c'est encore une fois par rapport à la mise en œuvre, c'est la garantie que nous met en avant le fournisseur.
Donc, c'est la transformation, ça peut être le sourcing, voilà, la matière première, l'origine de la matière première. Pour le lait, par exemple, c'était origine France et transformé en France. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne suis pas sûre qu'on nous ait mis. Pourtant, je clique sur activer le son. Donc, je pense que c'est peut-être à vous après d'aller sur votre ordinateur pour activer le micro en plus. Pas de questions? Alors, comment assurez-vous l'exhaustivité du sourcing fournisseur qui est proposé sur la base Baya? Alors, la base Baya, elle est renseignée. Ah oui, pardon. Comment assurez-vous l'exhaustivité du sourcing fournisseur qui est proposé sur la base Baya? Car dans la conjoncture actuelle, il est impossible de dissocier le coût des différents critères qualité. Donc, plusieurs fournisseurs égale appel d'offres. Alors, Baya, elle s'enrichit comment? Elle s'enrichit par rapport à la veille ingrédients que je peux faire. On a également des rendez-vous fournisseurs quand là, ça y est, ça commence à reprendre. C'est également en les rencontrant sur les salons et en étant abonné à leur newsletter, etc., que la base s'enrichit. Il y a également toute l'expérience de l'Adrianor à travers les différents projets d'accompagnement qu'on mène depuis plus de 30 ans. Du coup, c'est quelque chose qui, moi, entre guillemets, dans Baya, on propose et vous disposez. Tout ce qui va être critère de coût n'est pas du tout pris en compte dans Baya. J'espère que ça répond à la question. Encore une fois, on ne pourra jamais être exhaustif sur ce genre d'outils. L'objectif, c'est vraiment ce que vous disiez, Elodie, d'assurer une mise en relation et de faciliter la tâche pour trouver des fournisseurs qui peuvent correspondre à vos besoins, mais on ne pourra jamais se substituer à l'identification de votre besoin. C'est bien vous qui l'exprimez. Et l'idée, c'est simplement de vous faciliter le sourcing et de vous offrir on voit là, par exemple, les salons, on voit bien que c'est compliqué dans le contexte actuel, mais c'est une façon de faire sa veille. Baya, c'est un outil de veille complémentaire qui est disponible 7 jours sur 7, donc c'est plutôt en complément, mais l'exhaustivité ne pourra jamais être garantie sur ce genre d'outils. En toute modestie et sans prétention, Baya, c'est un petit peu le Google de l'agroalimentaire. Si vous recherchez aujourd'hui, par exemple, des carrageenan sur Google, ben, vous aurez du mal à trouver un fournisseur industriel. Vous cherchez carrageenan sur Baya, vous serez directement mis en relation avec des fournisseurs. Après, ce n'est pas exhaustif, c'est sa vie et ça s'enrichit tous les jours. Alors, si je passe à la question suivante. Y a-t-il un moyen de connaître tous les endroits qu'a parcouru un produit avant de finir dans notre supermarché? C'est typiquement la blockchain. Et il y a des applis qui sont en train de se développer. Il y a des outils qui sont en train d'être développés pour être également mis à disposition des industriels pour pouvoir faire tout ce traçage pour le consommateur. Donc, ça se fait aussi bien au niveau de l'ingrédient, on l'a vu pour le lait, que pour le produit fini, comme avec le jambon Herta, par exemple. Donc, c'est vraiment la mise en place d'une blockchain avec des outils spécifiques qui se développent. Et là, on est en pleine explosion de cette offre-là,
avec des solutions informatiques qui sont en train de se développer, de se mettre en place et qui sont données pour être opérationnelles dans l'année ou les 2 ans à venir. Alors, par exemple, si nous souhaitons mettre en évidence l'origine des zestes de citron sur le packaging, devons-nous mettre le pays de culture ou de transformation? C'est la bonne question et effectivement, là, comme le règlement européen vient d'entrer en vigueur, alors si on reprend l'exemple de la crème glacée, l'obligation européenne portera, comme l'a dit Élodie, que sur le lait et pas sur le zeste de citron. Après, là, on est encore avec beaucoup de questionnements sur la façon dont on va identifier l'origine. Et pour l'instant, les discussions sont qu'il ne doit pas y avoir de tromperie du consommateur. Et le consommateur, lui, il est souvent dans plutôt une logique de matière première agricole que de lieu de transformation, parce qu'il n'a pas conscience de toutes les transformations que peuvent subir un ingrédient. Mais à terme, on pourrait presque imaginer de dire zeste espagnol de citron sicilien, vous voyez, donc on pourra aller là et c'est là où je pense que ça va se rationaliser petit à petit pour qu'on ait une cohérence entre la matière première, le lieu de transformation. Mais si on se lie à un aspect purement réglementaire, en fait, l'origine, elle dépend du lieu de la dernière transformation substantielle. Donc, elle serait là où on va faire le zeste confit, par exemple. Alors, je reviens sur la question de l'exhaustivité. La question était plus orientée sur le choix fournisseur proposé pour une seule et même matière. Aujourd'hui, Baya recense des fournisseurs qui sont majoritairement français, européens. Alors oui, dans Baya, c'est principalement des fournisseurs français. On a également des fournisseurs européens et il y a également des fournisseurs qui sont plus mondiaux, mais qui sont représentés à travers leurs distributeurs, qui sont là des distributeurs français. Mais aujourd'hui, Baya est plus orienté fournisseur français ou distributeur français de matière. Voilà. Alors, pour pouvoir mettre Origine France sur un produit, faut-il un pourcentage d'ingrédients minimum Origine France? Ça, il faudrait voir la catégorie de produits précisément, puisqu'il y a des guides qui sont en train de se mettre en place sectoriels par les fédérations professionnelles. Donc ça, on peut en discuter à part, mais là, aujourd'hui, quand on met en avant les seules obligations d'un point de vue purement règlement européen, donc si on exclut la partie viande-lait au niveau français, ça va être si vous mettez Origine France, il faut que vos ingrédients primaires, votre ou vos ingrédients primaires soient également Origine France, et s'ils ne le sont pas, il faut préciser qu'ils ne sont pas d'Origine France à côté de la mise en avant de la fabrication française. On va dire que c'est ça le cadre général. Après, il faut vraiment regarder au cas par cas par rapport à l'ensemble du packaging, le type de produit, etc. Alors, je voudrais savoir quel est le prix de l'abonnement Baya. Il y a des formules pour l'abonnement. Alors, au niveau des formules, vous pouvez vous abonner soit pour 6 mois, soit pour 12 mois. Et vous êtes abonné pour un nombre de clics illimité. Ça veut dire que si vous prenez un abonnement pour 6 mois, que vous fassiez une recherche sur les 6 mois ou 3 recherches par jour, ce sera le même prix. L'abonnement aujourd'hui pour 6 mois, il est à 275 € de mémoire. Et pour 12 mois, il est à 420 € hors taxe de mémoire. Toutes les informations sont sur le site Adrianor. Beaucoup. Du coup, pour la réponse. Avec plaisir. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions arriver. Souhaiter un bon appétit et vous remercier de votre participation. Voilà. Et puis, s'il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à contacter l'Adrianor, à me contacter. Christine, on sera ravis de vous répondre. Merci à tous. Au revoir à tous.